Alors mon parcours professionnel est assez classique en ce qui concerne les études. J'ai une maîtrise en droit et ensuite j'ai passé le concours de l'École nationale de la magistrature que j'ai réussi. J'ai obtenu mon premier poste de magistrat à Sens, en Bourgogne, comme juge d'instruction. Ensuite, après quelques années, j'ai été muté au Havre, toujours comme juge d'instruction. Et puis en 2008, je suis devenu doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Rouen. Et depuis janvier 2015, je suis président de la cour d'assises, toujours à Rouen. J'ai un parcours pénal, j'aime la matière pénale, j'ai une appétence pour la matière pénale qui s'illustre par mon parcours de magistrat instructeur dans un premier temps. J'ai été magistrat instructeur de longues années. Devenir président d'une juridiction criminelle après avoir été magistrat instructeur, il y a une forme de logique et de cohérence. Le magistrat instructeur, c'est celui qui participe à la recherche de la vérité au stade qui précède la cour, le procès lui-même, qui va, par différents moyens qui lui sont accordés, recueillir tous les éléments de preuve à charge et à décharge pour que la juridiction, au final, dispose de tous les éléments lui permettant de juger dans de bonnes conditions le dossier dont il est question. Lorsqu'on a participé durant de longues années à ce processus-là, il est assez légitime d'avoir envie, me semble-t-il, de participer à l'étape suivante et de, cette fois-ci, d'avoir à juger, d'avoir à traiter, à manier ces dossiers lors d'une audience au cours de laquelle tous les éléments vont être mis sur la table, si je puis dire, et vont être discutés, sachant que c'est quand même deux logiques tout à fait différentes. Vous savez que le travail du magistrat instructeur, ça se déroule globalement dans le secret d'un cabinet, avec une procédure qui est écrite, qui est gouvernée par des règles de secret, et on passe ensuite à une phase où les débats, et c'est la règle, sont des débats publics, et dans un temps donné, dans une unité de temps, de lieu, tous les éléments du dossier vont être discutés en toutes les parties intéressées par le dossier en question. Et ce moment de la cour d'assises, ou de la juridiction criminelle au sens large du terme, c'est un moment un peu privilégié. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la matière criminelle, c'est un sanctuaire en l'état actuel de notre fonctionnement. C'est-à-dire que c'est encore l'audience criminelle un moment où on a le temps de voir les choses, où on a le temps d'approfondir les choses. Les dossiers sont jugés en 2, 3, 4 jours, 5 jours, parfois plus. Et donc, au cours de ces débats, on a vraiment, je vous dirais presque le luxe de pouvoir prendre le temps d'analyser le dossier, de les décortiquer, dans un moment où, collectivement, on va rechercher la vérité, et j'allais vous dire que c'est presque un moment de recherche collective de la vérité, c'est-à-dire que la partie civile dans son rôle, l'avocat général dans son rôle, le président dans son rôle, et l'avocat de la défense ou les avocats de la défense dans leur rôle vont tous participer à l'établissement de la vérité, ou en tout cas à un moment où on s'approche de la vérité. Voilà. Et donc, ce moment-là, qui est un moment, d'une part, où on a le temps, et ce moment de recherche ensemble de la vérité, c'est un peu un moment privilégié quand même sur le plan judiciaire. Donc évidemment, je trouve que c'est le principal attrait de cette fonction. Et le deuxième attrait qui est essentiel à mes yeux, et je parle là évidemment de la cour d'assises, c'est le contact avec les jurés. Hein, c'est-à-dire faire entrer dans cette salle d'audience criminelle qui juge les dossiers les plus graves qui soient, faire entrer dans cette salle et faire participer à la décision criminelle des citoyens, c'est évidemment extrêmement intéressant de les accompagner, de les former, de répondre à leurs questions. Et puis ce qui est également très intéressant, c'est de les voir à l'œuvre, hein, et de voir à quel point ils prennent au sérieux leur rôle, à quel point ils sont consciencieux et à quel point ils sont soucieux et conscients de la lourdeur de la tâche qui leur incombe et de la décision
qu'ils vont être amenés à rendre. Donc vraiment ce contact-là avec des gens qui ne sont pas des gens habitués au fonctionnement de la justice, c'est aussi un des attraits principaux de cette fonction. La difficulté, il y en a plusieurs. La première difficulté, elle est presque, comment dire, elle relève de l'évidence, mais même si parfois on l'oublie les uns et les autres, avocats et magistrats, c'est la lourdeur des dossiers, la difficulté des dossiers. Difficulté soit sur le plan technique, soit parce que sur le plan humain, la cour d'assises, la cour criminelle jugent des dossiers qui sont très lourds, très difficiles, avec potentiellement une charge émotionnelle importante. Voilà. Alors, la difficulté du rôle du président, c'est d'une part d'absorber ces dossiers et de ne pas être accablé par cette difficulté humaine ou technique. Et puis, la difficulté, ça va consister aussi, c'est de mettre à distance un peu l'émotion. Voilà. Et parce que l'émotion, elle n'est pas forcément bonne conseillère quand il s'agit de juger un dossier criminel. Et là, je repense à nouveau aux jurés. C'est aussi un message qu'on leur fait passer un peu de façon récurrente, c'est qu'ils vont avoir à traiter des dossiers extrêmement lourds et extrêmement difficiles, dans lesquels ils ne doivent pas trop s'impliquer émotionnellement. Et on le répète aussi, notamment lors de la phase de délibéré, que lorsqu'il faut prendre une décision, il faut savoir mettre les émotions de côté. Donc ça, c'est une partie de la fonction qui est difficile, c'est ne pas ignorer évidemment la lourdeur du dossier, mais savoir faire en sorte que les émotions ne prennent pas trop de place dans le procès criminel. L'autre difficulté, là, c'est une difficulté qui est plus procédurale, c'est de s'assurer et de faire en sorte que les débats soient utiles, soient équilibrés et soient complets. C'est-à-dire que le souci du président, c'est de faire en sorte que lorsque l'heure du délibéré va arriver, les magistrats, les jurés, puissent avoir à leur disposition tous les éléments nécessaires pour la prise de décision. Il n'y aurait rien de pire qu'une entrée en délibéré avec des magistrats ou des jurés qui ont le sentiment qu'il leur manque des éléments, que tous les éléments n'ont pas été mis à leur disposition. Voilà. Et c'est le rôle du président, aidé en cela par les parties d'ailleurs, de faire en sorte que les juges, tous ceux qui composent la cour d'assises ou la cour criminelle, aient en leur possession tous les éléments nécessaires pour parvenir à une décision criminelle. Alors, ce rôle est assez étendu. À mon sens, il prend deux formes principales. Le premier rôle, c'est de conduire et d'animer les débats de la cour d'assises pour faire en sorte que tous les éléments du dossier soient discutés contradictoirement entre toutes les parties, et afin qu'au final, la cour et le jury puissent, lors de leur délibéré, disposer de tous les éléments leur permettant de se forger leur intime conviction et de parvenir à une décision. Ça, c'est l'aspect vraiment procédural. Il faudrait, je pense, être un peu plus long, mais c'est l'aspect procédural de la fonction de président de cour d'assises. Et puis, il y a une autre fonction qui me semble importante et qui me tient à cœur, c'est la prise en charge des jurés, c'est-à-dire les accompagner dans un milieu judiciaire qu'ils ne connaissent pas, leur donner un certain nombre de points de repère, un certain nombre de bases, les rassurer quand c'est nécessaire et leur fournir toute l'aide nécessaire dans la prise de décision, en leur laissant bien évidemment toute la liberté que leur donne la loi lorsqu'il s'agit au final de prendre une décision à la fois sur la culpabilité puis sur la peine. Il y a évidemment une histoire très, très longue de l'habit de justice. Il y a un ouvrage remarquable de Denis Salas sur le sujet. Pour être très simple, en tout cas en ce qui concerne les magistrats, l'idée de cette robe et de cet habit de justice, c'est
l'idée que lorsque on devient juge, lorsqu'on enfile cette robe, on devient quelqu'un d'un peu différent. Voilà. Je pense que c'est ça la principale signification de cet établi de justice. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on dit aux jurés. C'est un message que je leur fais passer le lundi matin lors de la session de formation. C'est de leur dire que eux ne vont pas porter la robe. Nous la portons, nous la mettons, nous l'enfilons avant l'audience, avec toujours cette conscience que lorsqu'on porte cet habit, on devient quelqu'un d'un peu différent, on a des responsabilités qui pèsent sur nos épaules, et il y a un certain nombre de raisonnements, de facilités, de réflexions faciles, de raisonnements simplistes, de préjugés qu'on peut avoir les uns les autres dans nos vies quotidiennes, avec nos amis, dans notre vie, mais qu'on ne peut plus avoir lorsqu'on devient magistrat professionnel. Et on doit donc se défaire, se débarrasser d'un certain nombre de scories, d'un certain nombre de défauts qu'on a les uns les autres, qui consistent parfois à raisonner trop rapidement, à se fier à des apparences et aller trop vite en besogne. Voilà. Et donc, cet habit-là, à mon avis, c'est sa principale signification. C'est l'idée, notamment, par exemple, que ça nous oblige à prendre le temps d'analyser les choses, à ne pas aller trop vite et à ne prendre notre décision que lorsqu'on a, d'une part, prendre nos décisions en ayant le recul nécessaire et prendre la décision une fois qu'on a pris le temps d'analyser objectivement, complètement les éléments d'un dossier qui nous est soumis. Voilà. Alors une cour d'assises, c'est une juridiction criminelle. Il faut faire un tout petit peu d'histoire, se rappeler que la Révolution française, parmi ses réformes, a évidemment réformé très largement le fonctionnement de la justice, et que une des principales réformes a consisté à distinguer 3 grandes catégories d'infractions. Et pour chacune de ces 3 catégories d'infractions, de prévoir une juridiction compétente pour juger chacune de ces catégories. Donc les contraventions pour les infractions les moins graves, les délits ensuite, et puis pour les infractions les plus graves, les crimes. Pour les crimes, la période révolutionnaire avait créé dans un premier temps un tribunal criminel, et puis en 1808, c'est l'héritier du tribunal criminel, c'est la cour d'assises. Et donc la cour d'assises, c'est la juridiction criminelle par excellence, j'allais dire, qui présente, on y reviendra j'imagine, la particularité d'être composée à la fois de magistrats professionnels, mais également de jurés tirés au sort sur les listes électorales. Voilà. Et il faut également dire évidemment que la cour d'assises de 2019 ne ressemble pas exactement à la cour d'assises qui résultait du décret de 1808 qui l'a créée. C'est assez simple puisque la loi a procédé à cette classification des infractions dont je viens de vous parler et a considéré que certaines infractions devaient être qualifiées de délits et que certaines infractions qui sont définies par le code pénal devaient, elles, être qualifiées de crimes, évidemment en fonction d'une notion de gravité. Et il y a donc désormais un certain nombre d'infractions, avec des infractions qui sont maintenant assez stables, qui sont par excellence, enfin qui sont des crimes et qui sont définis très précisément dans leurs éléments constitutifs par le code pénal. Évidemment, parmi les plus connus et les plus habituellement jugés par des cours d'assises, il y a les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il y a les viols aggravés. Il y a un certain nombre de violences parmi les plus graves. Et puis, il y a également les vols lorsqu'ils sont commis avec armes, par exemple. Un vol en temps normal, c'est un bon exemple, je pense. Le vol en temps normal est un délit lorsqu'il s'agit d'un vol simple ou avec une cause d'aggravation, par exemple l'effraction. Le vol avec effraction est un délit. Il devient, ce vol, un crime s'il est commis au moyen d'une arme. Voilà. Et puis, je
je ne serais pas complet si je ne citais pas dans les crimes également tous les crimes contre l'humanité, notamment qui ont été définis après la Seconde Guerre mondiale. On va commencer par la cour d'assises elle-même, si je puis dire. La cour d'assises, elle est composée de deux entités. La cour elle-même, c'est-à-dire les 3 magistrats professionnels. Et puis, l'autre composante de la cour d'assises, c'est le jury, qui est donc composé, c'est la grande particularité de la juridiction, de citoyens qui sont tirés au sort selon un cheminement assez complexe, qui sont tirés au sort sur les listes électorales. Ils sont issus d'une liste qui est établie annuellement au niveau du département, parce que la cour d'assises, c'est important, est une juridiction départementale. Donc 2 entités, la cour et le jury. J'aurai peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi il y a 2 entités. Et puis, il y a les parties et les autres acteurs de l'audience, c'est-à-dire le représentant ou les représentants ou les personnes qui assistent les parties civiles. Les parties civiles, ce sont des personnes qui affirment avoir été victimes de l'infraction dont est saisie la cour d'assises, donc des personnes physiques, une ou plusieurs, qui ont le droit d'être assistées d'un avocat. Donc ces personnes prennent place dans la salle d'audience. Il y a également le ministère public, l'avocat général, on l'appelle avocat général devant la cour d'assises. Cet avocat général, il représente la société, il représente l'accusation, et devant la cour d'assises comme devant les autres juridictions, il prend la parole au nom de la société et il requiert au nom de la société. Voilà. Il y a également donc l'accusé ou les accusés, puisque la cour d'assises peut évidemment juger une ou plusieurs personnes. Cet accusé, ces accusés, c'est la règle absolue devant la cour d'assises, doivent être assistés par un avocat. Un accusé ne peut pas comparaître devant la cour d'assises sans être assisté d'un avocat. Et donc, les personnes que je viens d'évoquer, partie civile, avocat général et avocat de la défense, sont placés sur un pied d'égalité lors des débats devant la cour d'assises, et c'est aussi le rôle du président que d'assurer une discussion libre, égale, sur les éléments du dossier entre les parties que je viens de citer. Voilà les personnes importantes. Il faut également parler du greffier de la cour d'assises, qui a un rôle prédominant, parce que c'est lui qui va authentifier le déroulement des débats, qui va noter sur ce qu'on appelle un procès-verbal les grandes étapes du déroulement du débat, qui va pouvoir citer les grandes étapes suivies lors de l'audience devant la cour d'assises, et qui va pouvoir authentifier le fait que les règles qui régissent le fonctionnement de la cour d'assises ont bien été respectées lors des débats. Et évidemment, c'est également le greffier de la cour d'assises qui met en forme au final l'arrêt de la cour d'assises, l'arrêt qui vient formaliser la décision rendue. Le fonctionnement de la cour d'assises dans notre système judiciaire, il est très particulier. Et il n'appartient qu'à la cour d'assises. Pourquoi ? Parce qu'il y a devant la cour d'assises un principe qui est un principe d'oralité des débats. Ce principe d'oralité des débats, je dois en dire quelques mots parce que c'est lui qui gouverne tout le déroulement de l'audience devant la cour d'assises. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand un dossier arrive devant la cour d'assises, on a là un dossier écrit, c'est-à-dire un dossier composé notamment d'un certain nombre de procès-verbaux, d'auditions, de perquisitions, d'interrogatoires, d'écoute téléphonique, puisque au stade de l'enquête et au stade de l'instruction, qui sont les étapes qui précèdent l'audience de la cour d'assises, ces étapes-là, ce sont des procédures qui sont écrites. Donc tout acte d'un officier de police judiciaire ou d'un magistrat instructeur, par exemple, chaque acte, quel qu'il soit, doit être écrit. Donc arrive devant la cour d'assises un dossier qui est un dossier papier, qui parfois, d'ailleurs, peut faire plusieurs mètres de haut. Mais devant la cour d'assises, on passe à un autre principe qui est le principe d'oralité. C'est-à-dire que ce dossier qui était jusque-là un dossier écrit, il va être en quelque sorte débattu à l'audience, et les témoins, experts par exemple, qui ont été entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction, qui ont déposé un rapport pour les experts au cours de l'enquête ou de l'instruction, vont venir déposer à l'audience
vont venir répondre aux questions du président et ensuite aux questions de l'ensemble des parties pour les témoins évoquer ce à quoi ils ont assisté, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils savent évidemment, et pour les experts, déposer sur leurs conclusions d'expertise. Et il va en être de même des parties, c'est-à-dire que les parties civiles vont être entendues également, l'accusé va être interrogé, et c'est sur la base de ce qui va se passer à l'audience, oralement, que la Cour et le jury vont devoir prendre leurs décisions. Et ce principe d'oralité, il a pour conséquence que la Cour d'assises fonctionne de cette façon, et ce qui symbolise très bien ce principe d'oralité, c'est que lorsque la Cour et le jury, lorsque les débats sont terminés, lorsque la Cour et le jury partent en délibéré ensemble, ils n'ont pas le droit d'emmener le dossier écrit avec eux. Cela signifie qu'en délibéré, en cour d'assises, on ne peut pas prendre le dossier, l'ouvrir et consulter les pièces. L'intime conviction de la Cour et du jury, elle se forge sur la base de ce qui s'est passé à l'audience et uniquement de ce qui s'est passé à l'audience. Et donc sur le jury, c'est important d'en parler parce que, évidemment, on a affaire là à des gens qui sont tirés au sort et qui, en quelque sorte, du jour au lendemain, par le biais de ce tirage au sort, se retrouvent plongés d'une part dans un univers qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne connaissent que peu. Ça, c'est la première chose. Et puis, surtout, à qui on va demander, aussi également du jour au lendemain quasiment, de juger, avec toute la difficulté que ça présente, et de juger les infractions les plus graves de notre droit pénal. Donc, quand une session de cour d'assises démarre, puisqu'une cour d'assises, ça fonctionne par session, en général, une cour d'assises fonctionne par session de 15 jours ou 3 semaines, c'est le cas sur le territoire national, donc ça veut dire que pendant 15 jours ou 3 semaines, la cour d'assises va juger un ou plusieurs dossiers. Dans toutes les cours d'assises sur le territoire national, la première matinée, voire la première journée, est consacrée à l'accueil et à la formation des jurés. Donc il y a des formalités d'accueil qui sont souvent réalisées par le greffe et qui consistent tout d'abord à donner aux jurés des éléments d'information sur la façon dont ils vont être pris en charge, sur le fonctionnement très concret de la cour d'assises, sur la façon dont ils vont être défrayés de leurs frais, de la façon dont ils vont être indemnisés, et puis évidemment les rassurer sur le fait que sur le plan professionnel, ils ne pourront pas être pénalisés au motif qu'ils ont été tirés au sort dans le cadre d'un dispositif légal. Ça, c'est sur l'aspect très matériel. Et puis, le président de la cour d'assises, et en général l'avocat général et un avocat également du barreau local, vont intervenir successivement devant les jurés pour tout d'abord les informer sur ce qu'est une cour d'assises, sur la façon dont elle fonctionne, et puis sur les contraintes qui pèsent sur le fonctionnement de la cour d'assises, sur les principes qui régissent son fonctionnement. L'avocat général, lui, qui intervient, viendra expliquer le rôle du ministère public devant la cour d'assises, et l'avocat viendra, lui, expliquer à ses jurés, en tout cas c'est le cas dans le département de la Seine-Maritime, quel est le rôle de l'avocat du côté des parties civiles, du côté de la défense, quelle est la mission de l'avocat devant la cour d'assises, et puis évidemment, quelle est la difficulté de la mission de l'avocat devant une telle juridiction. Donc c'est en général une formation qui dure une demi-journée et qui parfois, dans certaines cours d'assises, est suivie d'une visite d'un établissement pénitentiaire. Voilà, certaines cours d'assises permettent à des jurés d'aller mettre le pied, si je puis dire, dans l'univers carcéral, ce qui est assez cohérent, puisque évidemment ils sont amenés dans les jours qui suivent à prononcer de lourdes peines de prison éventuellement, et il peut être intéressant qu'ils puissent connaître pendant quelques heures au moins l'univers carcéral. Donc il y a vraiment une phase d'accueil qui est extrêmement importante. Outre les éléments d'information dont je viens de vous parler, cette journée d'accueil, ou cette demi-journée, elle est très importante parce qu'il s'agit aussi de rassurer des gens qui bien souvent, légitimement, sont inquiets, préoccupés lorsqu'ils arrivent dans les murs de la cour d'assises. Et donc, lorsqu'on entre dans la phase active d'un procès, lorsque le procès démarre, lorsque l'audience démarre,
Une des premières étapes de cette audience va être le tirage au sort des jurés. Les jurés sont tous dans la salle et en présence de toutes les parties va débuter le tirage au sort de ces jurés, qui sont 6 en première instance, à côté des magistrats professionnels, et qui sont 9 lorsque nous sommes sur une cour d'assises d'appel. Voilà. Tirage au sort qui est important parce que c'est là que la cour d'assises va être composée pour de bon et que des citoyens vont venir s'asseoir à côté des magistrats professionnels. C'est une loi de mars 2019 qui a institué à titre expérimental une juridiction criminelle, une nouvelle juridiction criminelle qui est donc la Cour criminelle départementale. Ce qu'il faut dire, évidemment, c'est que c'est un aspect un peu révolutionnaire sur le plan judiciaire parce que ça crée, à côté de la juridiction historique, la Cour d'assises, une nouvelle juridiction, et on peut dire aussi que ça crée 2 catégories de crimes. Cette Cour criminelle, et je répète et je précise que c'est bien une juridiction créée à titre expérimental durant une durée de 3 ans, sa compétence, c'est de juger les crimes punis de 20 ans de réclusion criminelle au maximum. Voilà. Ça signifie que les crimes punis de 30 ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité continuent à relever de la cour d'assises. Mais ces crimes punis de 20 ans et de moins de 20 ans, cela représente quand même un nombre très important de ces criminels. Je peux par exemple vous dire que pour la cour d'assises de Seine-Maritime, pour la juridiction criminelle de Seine-Maritime, dans le stock de notre juridiction, la majorité des dossiers relèvent potentiellement de la cour criminelle départementale. Pourquoi ? Parce que dans les infractions criminelles punies de 20 ans et de moins de 20 ans de réclusion criminelle, il y a notamment les viols et les viols aggravés, ainsi que les vols avec armes. Et je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que les cours d'assises, la cour d'assises de Seine-Maritime, ainsi que les cours d'assises de plusieurs ressorts du territoire jugent de façon très habituelle des infractions de viol et de viol aggravé. Voilà. Donc cette cour criminelle, voilà sa compétence. Et sa particularité, donc, c'est que, contrairement à la cour d'assises, elle n'implique pas la participation de jurés tirés au sort sur les listes électorales. Cette cour criminelle départementale, elle est composée de 5 magistrats professionnels, un président et 4 assesseurs. Donc ça, c'est sa principale particularité. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, en revanche, les règles de fonctionnement de la cour criminelle, les débats devant la cour criminelle relèvent des mêmes principes que la cour d'assises, notamment le principe d'oralité dont je vous ai parlé précédemment. Il y a une petite différence significative sur le point de vue de l'oralité, et je reviens sur ce que je vous ai dit également, c'est que la cour criminelle, contrairement à la cour d'assises, lorsqu'elle va partir en délibéré, elle va pouvoir emporter avec elle le dossier de la procédure, et elle va pouvoir, les magistrats professionnels vont pouvoir, pendant le délibéré, consulter le dossier écrit de la procédure. Ce qu'il faut dire également, pour être tout à fait complet sur la cour criminelle dans sa formule actuelle, c'est que, évidemment, tout comme les décisions de la cour d'assises sont susceptibles d'appel, les décisions de la cour criminelle sont susceptibles également d'appel, et c'est une cour d'assises d'appel qui examinera l'appel des dossiers jugés par une cour criminelle. Donc cela signifie quand même, c'est important, que l'accusé ou les accusés auront la garantie, par exemple, s'il fait appel ou s'ils font appel, de voir leur affaire jugée également par des jurés tirés au sort sur des listes électorales. Voilà. Donc, il se trouve que la Seine-Maritime a été désignée par un arrêté du ministre comme faisant partie des départements pilotes, avec 6 autres juridictions sur le territoire national, et la Cour criminelle de Seine-Maritime a commencé à siéger depuis le 4 novembre, et plusieurs dossiers ont déjà été jugés au moment où je vous parle par cette nouvelle juridiction. Alors, c'est une très vaste question. En même temps, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je ne suis président de la Cour d'assises que
depuis un peu moins de 5 ans. Que, évidemment, la seule évolution notable que moi j'ai connue en ce qui concerne le fonctionnement de la cour d'assises, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la création de cette cour criminelle départementale. Et donc, si évolution il y a dans le métier de président d'une juridiction criminelle, c'est cette évolution-là qui me paraît notable, parce que, évidemment, selon qu'on préside une cour d'assises ou une cour criminelle, et j'ai la chance de présider alternativement les deux juridictions, le rôle du président n'est pas tout à fait le même. Alors, le rôle strictement procédural dont je vous ai parlé, qui consiste à animer les débats, à assurer la discussion contradictoire des éléments de preuve, ce rôle-là, il n'a pas évolué, il reste le même. Mais le rôle du président, qui consiste notamment à informer les jurés, à faire de la pédagogie, à les accompagner, à répondre à leurs questions, et à vulgariser un certain nombre de notions parfois très complexes qu'on utilise, nous, les professionnels de justice, au quotidien, tout cet aspect-là disparaît. Hein. Donc évidemment, c'est toute une partie très importante du métier de président de cour d'assises qui n'est plus utilisée ou qui n'apparaît plus lorsque il y a dans la salle uniquement des professionnels de justice, soit des avocats, soit des magistrats professionnels. Les choses sont un peu différentes. Hein. Je vais être très concret, parce qu'il faut que les choses soient claires. Quand, à une audience de cour d'assises, vous recevez, vous entendez un expert en génétique ou un expert en morpho-analyse des taches de sang, il y a toute une partie des questions, des débats, qui va consister tout d'abord à vulgariser la discipline scientifique dont il est question pour que les jurés puissent comprendre de quoi il s'agit, quelle est la spécialité de l'expert, quelle est la discipline en question, quelle est sa fiabilité, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet qui consiste à connaître les conclusions de l'expert sur le dossier en question. Donc il y a magistrats professionnels et avocats, nous savons tous que avec des jurés, il y a une phase de pédagogie et de vulgarisation qui est incontournable, notamment lors des débats. Cette phase-là, elle disparaît évidemment lorsqu'on est devant une juridiction entre professionnels, parce que on a là dans la salle que des gens qui sont rompus à la matière, notamment à la matière pénale, et qui maîtrisent parfaitement la discipline, ou enfin maîtrisent bien la discipline dont il est question à ce moment-là. Donc ça, c'est à mon avis, sur les dernières années, voilà la principale évolution. Alors évidemment, ce que je vous dis là est peut-être éphémère, parce que peut-être que la cour criminelle départementale, elle va disparaître dans quelques années, mais si elle venait à se pérenniser, évidemment, on a là une modification importante. Après, je n'étais pas président de la cour d'assises lorsque cette réforme est intervenue, mais je pense que si on doit déterminer quelle est la réforme importante qui a pu se produire au cours des dernières décennies, c'est évidemment la loi du 15 juin 2000 qui a institué un appel des décisions en matière criminelle. Ça me paraît assez fondamental. Il faut donc imaginer qu'avant cette loi du 15 juin 2000, une personne condamnée en matière criminelle n'avait pas la possibilité de faire appel. Donc ça me semble être l'évolution législative la plus importante des dernières décennies en matière criminelle. Alors, la Cour d'assises de Seine-Maritime, je vous dirais qu'elle n'a pas de particularité, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme toutes les autres cours d'assises du territoire national, selon les mêmes règles, avec le même protocole, j'allais dire, avec le même cadre procédural, avec les mêmes contraintes. Voilà. Si on doit dégager une particularité, peut-être, c'est cette salle dans laquelle nous sommes, la salle historique du Parlement de Normandie, qui est une salle absolument magnifique. Et je pense que c'est ce qui fait la principale particularité de notre cour d'assises. Voilà. Et on a tous conscience de siéger dans un endroit un peu exceptionnel. Voilà. Alors, si on veut être tout à fait complet, c'est une richesse, c'est une chance de travailler dans cette salle exceptionnelle, mais il faut aussi dire que elle n'a pas que des avantages, cette salle. Et je vois deux choses.
pour les jurés, pour les accusés, pour les parties, les personnes physiques, accusées, parties civiles, et pour les jurés également, elle peut avoir un effet potentiellement écrasant. Voilà. Parce qu'elle est extrêmement impressionnante, elle est très grande, elle est très impressionnante par plusieurs aspects, et ça fait partie aussi du travail qu'on doit faire les uns les autres, c'est de faire en sorte que toutes les parties au dossier et les jurés ne soient pas trop impressionnés et écrasés par la majesté de cette salle. Voilà. Et puis évidemment, mais ça c'est plus technique, c'est un magnifique lieu, mais qui n'est pas forcément configuré pour être un lieu de justice du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus dans nos dossiers la matière numérique, des vidéos, du son. La justice évolue, les éléments de preuve évoluent. Et évidemment, cette salle-là, si je dois y trouver un inconvénient, c'est qu'elle n'est pas forcément adaptée à l'évolution de la justice criminelle du XXIe siècle.